Molt bona nit, benvinguts una altra vegada aquí al Millennium, al canal 33, en aquests programes especials que estem fent dedicats a un programa mític francès que es diu Apostrophe. Teníem un dubte, cada setmana tenim un dubte quan hem de titular el programa, sempre busquem un títol que defineixi. I avui no sabíem quin títol posar. Al final hem optat per aquest de Nabokov, més enllà de Lolita, però jo els he de confessar que a mi particularment me n'agradava molt més un altre que es diu Nabokov, l'espectacle de la intel·ligència. Aquests dies passats he tornat a agafar una altra vegada la Lolita, en concret de Nabokov, i he de reconèixer que a cada pàgina hi ha mostra, no una, moltes, de la intel·ligència de Vladimir Nabokov escrivint. I quan un es troba amb la intel·ligència en estat pur, l'únic que pots fer és, com fan els francesos, allò de dir xapó, treure's el barret i continuar llegint tranquil·lament. No tan tranquil·lament, perquè a vegades llegir Nabokov no és fàcil. Avui parlarem de Nabokov, parlarem de la Lolita també en concret, però de moltes més coses, espero, que no siguin només la Lolita, que és la novel·la, evidentment, més coneguda de Vladimir Nabokov. Parlarem amb el senyor Ivan Nabokov. Molt bona nit, senyor Nabokov. Ell va néixer a Estrasburg, va fer estudis de literatura anglesa per la Harvard University, de literatura comparada per la Harvard també University, professor assistent al Departament de Literatura Anglesa a la Universitat de Harvard, treballa i resideix als Estats Units fins l'any 1965. El 1963 va començar a treballar a França i al 64 li van donar la ciutadania francesa. Ha treballat amb Robert Delpire, editor, publicista, productor de cinema. Ha estat director literari de literatures estrangeres a l'editorial Albin Michel i des del 1987 és director de literatures estrangeres i director d'una col·lecció que es diu Fait Croiser d'Edicions Plon. Vostè, si jo no sé malament, és nebot del senyor Nabokov. Je suis neveu à la méthode de Bretagne. Com és això? Mon père et Vladimir étaient cousins germains. Ils avaient partagé un grand-père. Donc ça, pour moi, c'est donc un oncle breton. També és una mica com a Catalunya, que les famílies són molt grans, almenys ho eren fins fa uns quants anys, i els cosins acaben gairebé convertint-se en germans i els fills dels cosins amb tiets i aquestes... No, nebots, són els cosins els tiets. En russe, je vais interrompre, en russe, on dit pour un cousin, le mot c'est dvayorny brat, ça veut dire doublement frère. És maco, no ho coneixia pas. I és una expressió molt maca. Gràcies per ser amb nosaltres aquesta nit, per venir aquí al programa, i espero que ens il·lustri sobre com era el seu oncle i també amb moltes més coses des de la perspectiva literària. També tenim el senyor Bernard Pivot, bona nit. Ja els he presentat a vostès abans a la presentació de l'entrevista que ell mateix va fer, però diré una altra vegada el seu llarg currículum. Va estudiar periodisme, va col·laborar amb mitjans com Le Figaro Littéraire, a Pointe. El 1975 va fundar la prestigiosa revista de literatura Lire. Entre el 75 i el 90 va produir i presentar el prestigiós programa d'actualitat literària Apostrophe, que va convertir-se en un fenomen cultural i mediàtic no tan sols a França, sinó també a Europa i a Estats Units. Des del 93 fins al 2001 va produir i presentar el programa de debat Bouillon de Culture, que va rebre el premi de la revista nord-americana Connoisseur al millor programa de debats el 1990. Actualment presenta un programa mensual sobre llibres, col·labora a Le Journal de Dimanche i fa altres coses també a la televisió. És autor de llibres com L'amour en bord, Le métier de lire, ha rebut nombrosos premis, però sobretot hi ha una cosa que no sé si s'enfadarà si ho diem, però ho hem de dir, ell és un monstre de la televisió. Jo penso que tots els que ens dediquem a la televisió a Europa tenim un referent quan es parla de televisió de qualitat, que és el senyor Pivot. Totes aquestes entrevistes, ja tornaré a fer publicitat perquè em dóna la gana, perquè val la pena,
Jo diria que comprin les entrevistes del senyor Pivot que són a les llibreries. Estan editades amb casset i d'aquí no res amb DVD, perquè és un plaer sentir les converses de Pivot, per exemple, amb Nabokov, com hem fet avui, o amb la Marguerite Duras, com farem d'aquí uns quants dies. Vostè, quan es va sentir tocat, per dir-ho d'alguna manera, com si fos Sant Pau, en el relat bíblic, per Nabokov? Non, mais le mot monstre que vous avez employé, c'est le mot qu'on emploie en football pour Ronaldo. Alors, no volia dir-ho, però el senyor... J'ai moins de talent que Ronaldo. El senyor Pivot, una de les coses que fa, i jo l'he vist, és de comentarista de futbol, cosa que al nostre país, a excepció feta possiblement d'en Quim Puyal, no podríem trobar molts més comentaristes de futbol que fessin un programa de llibres com fa excel·lentment ell. Però a part de Ronaldo, no parlarem de més jugadors de futbol, però digui'm, quan va descobrir vostè Nabokov? Écoutez, j'ai découvert, enfin je l'ai découvert, je l'avais peu lu, et puis au début d'Apostrophe, il se trouve que le hasard a fait qu'en février 75, Apostrophe avait commencé début janvier, en février j'ai reçu Solzhenitsyn. Et encouragé par, qui est évidemment, alors pour reprendre votre expression, un monstre lui aussi, alors du XXe siècle, et au mois de juin, au mois de mai, paraissait la traduction de Ada ou l'Ardeur. Et je me suis dit, mais pourquoi pas Nabokov? J'ai eu un premier russe formidable, pourquoi pas un second? Et liés l'un et l'autre par l'exil, sauf que Nabokov, l'exil de Nabokov datait du début du siècle. Et donc je suis allé lui demander, tout simplement, à Montreux, où il vivait avec son épouse, lui demander s'il voulait bien venir. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé la feuille qui annonçait. Et l'exploit, c'était pas seulement d'obtenir l'interview de Nabokov, c'était de le faire venir à Paris. Et d'ailleurs, j'ai mis, à l'occasion de la sortie en langue française de son roman Ada ou l'Ardeur, Vladimir Nabokov a accepté de venir de Suisse, où il vit, pour participer en direct à cette émission. C'était de le bouger, de le faire venir à Paris. Il y a peu de papillons dans les rues de Paris, et je ne pouvais pas lui promettre une chasse aux papillons fructueuse. Mais il a accepté de venir, et ça a été un enchantement. Moltes gràcies, senyor Pivot. El senyor Jorge Ralde, bona nit. Vostè és fundador, director de l'editorial Anagrama, que va treure els primers llibres ja l'any 1969. Fins avui ha publicat més de 2.000 títols de reconeguts autors nacionals com Álvaro Pombo, Carmen Martín Gaite, Soledad Puertolas, Enrique Vilamatas, Félix de Azúa, Antonio Marina, latinoamericans com Sergio Pitol, Alfredo Brais Echenique, Roberto Bolaño, Carlos Monsiváis, Jaime Bailey, i traduccions de Harold Bloom, Truman Capote, Paul Auster, Martin Amis, Kazuo Ishiguro, l'Antonio Tabucchi, Nabokov, entre molts d'altres. Podríem... Fa enveja, senyor Ralde. Vostè ho sap, que fa enveja? Almenys a mi. Jo no he editat mai cap llibre, però... És magnífic, ser un excel·lent editor. Jo el que busco és compartir les meves alegries de lector, perquè finalment tot editor i tot escriptor és el començament d'un lector, compartir les meves alegries de lector. Sap què m'agradaria? Que els programadors de televisió fossin igual que vostès i diguessin, he descobert uns programes, unes pel·lícules, són aquestes, disfrutin-les, gaudeixin com jo mateix, com vostè ho fa. Ell també va escriure un llibre que es diu Opiniones Mohicanas, editat per Círculo de Lectores, no per la seva editorial, per Anagrama, on explica unes quantes de les seves opinions, els seus parers, sobre aquest món editorial. Per què el va publicar Círculo de Lectores i no a casa seva? La història és una mica més complicada. Va sortir una primera edició a Mèxic per una petita editorial mexicana independent, que era una mica el tic personal. Després va sortir l'excel·lent editorial El Acantilado, de Jaume Vallcorba, també independent, i aquesta que està aquí és l'última amb fotografies bastant divertides o curioses que ha publicat l'edició Club de Círculo de Lectores. I llavors una possible coqueteria d'un editor és no publicar-se ell mateix. Vostè és coqueto. Tothom, no? Més o menys, dissimuladament. Uns més que un altre. Expliqui'm com va ser la seva relació amb Nabokov i amb la seva dona, suposo.
Sí, en realitat no va ser directe. Jo, en la primera meitat dels anys 80, a part d'incorporar nous autors, futurs clàssics del futur, etc., però també vaig començar a buscar grans autors com Albert Cohen, precisament mai publicat a Espanya, i Nabokov. Nabokov, evidentment, estava publicat a Espanya, però bastant dispers, amb títols que estaven ja out of print, que ja no es trobaven, títols d'Amèrica Llatina, i llavors vaig començar d'una forma molt sigilosa una operació per fer una biblioteca Nabokov. I llavors anar, això, rescatant títols i tal. I llavors això va començar les gestions amb una agent espanyola, en Mari Vallat, Vera Nabokov, i amb aquest interval ella va agafar, com explica la seva biografia, una agent americana que es diu Nikki Smith. Llavors, tot això també va ser bastant complicat perquè Vera Nabokov, que era una maníaca del detall i de l'ordre, era bastant desordenada, segons confessa ella mateixa. I llavors hi va haver-hi algun entrebanc. Llavors, quan ja havia aconseguit 11 o 12 o 13 títols de Nabokov, me'n faltaven dos, però dos absolutament fonamentals. Un era Lolita, precisament, i Ada Wallerdor. Llavors, amb Lolita, que l'havia publicat Grijalbo, després d'una sèrie de negociacions i cambalatges, per dir-ho així, vaig aconseguir poder-la publicar gràcies a la intercessió del meu gran amic Gonzalo Pontón, i amb Ada Wallerdor l'havia publicat Argos Vergara, i que la dirigia Mario La Cruz. I llavors, quan Mario La Cruz va passar a Seix Barral, se la va voler emportar amb aquest instint patrimonial que tenim els editors. Però bé, llavors jo vaig dir, si es fa una biblioteca Nabokov no pot anar. I llavors Vera Nabokov em va apoyar la meva postura i Ada es va poder publicar. I llavors, en l'any 86, simultàniament es van publicar 6 títols de Nabokov, entre ells Lolita, Ada i Habla Memòria, 3 dels grans títols seus. Moltes gràcies, senyor Ralde. La senyora Nora Catelli, bona nit. Bona nit. Vostè va néixer a Rosario, l'Argentina. És professora de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada a la Universitat Nacional de Rosario, Argentina, del 72 al 75. Al 76 s'exilia a Barcelona. I des del 77 és també professora de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada a la Universitat de Barcelona. Ha escrit assajos sobre una gran diversitat d'autors, d'entre els quals destaquem Umberto Eco, Borges, Walter Benjamin, la Virginia Woolf, Kafka, George Steiner, Isaac Dinesen, les leccions de literatura europea de Nabokov. I ha escrit també uns quants llibres. Jo en tinc un aquí sobre la taula, editat pel senyor Herralde, Anagrama, Testimonios tangibles, pasión y extinción de la lectura en la narrativa moderna. En temes el espacio autobiográfico, el tabaco que fumaba Plinio, escenas de la traducción en España i Amèrica, etc. Vostè com va descobrir Nabokov? Quan el van treure a Espanya, l'havia conegut abans? No, en realidad fue una lectura clandestina de mi adolescencia, Nabokov. Salió en la Argentina Lolita cuando yo tenía 17 años, una cosa así, y era un libro evidentemente prohibido y escandaloso, y lo leíamos buscando las partes prohibidas y escandalosas, que además había habido algún problema con la censura argentina y estaban escamoteadas, de modo que nos pasaban fotocopias en inglés que pegábamos en las páginas en que faltaba la versión en la edición argentina. Esa primera lectura no me produjo más que dificultades, porque evidentemente dejando de lado ese aspecto escabroso y sobre todo sórdido de Lolita, extraordinariamente sórdido y patético, la dificultad de acceso a ese texto es muy grande, de modo que esa primera lectura fue muy frustrante. Pero como todas las grandes lecturas frustrantes, producen una segunda lectura, ¿no? Y entonces ya de un modo menos adolescente y tonto, volví a leer Lolita y entonces encontré todo lo otro, ¿no? Ese extraordinario diseño y composición formal de la que habla él mismo en la entrevista del señor Pivot. Así que fue más bien un segundo descubrimiento y una tontería adolescente como la que hemos sufrido todos en la adolescencia, que es una edad fundamentalmente tonta, claro. Però que s'aprenen moltes coses a vegades. Hem dit que voldríem parlar de moltes més coses que no fossin únicament Lolita, però evidentment hem de començar, o jo començaria per Lolita.
Aquí sobre la taula tinc tots els llibres, o quasi tots els llibres del senyor Nabokov. Després els ensenyarem. Tenim la versió castellana, perquè el senyor Herralde ens els ha fet arribar, però en canvi bastant d'aquests llibres també han estat traduïts al català. Però només en tenim un, que és aquest, el de Lolita, perquè diré clarament el tenia jo a casa meva, i en canvi l'editorial catalana no ens ha fet arribar els llibres, per tant no els podem ensenyar, però n'hi ha uns quants que estan editats. Si vostès agafen Lolita i van al capítol primer, es trobaran ja només d'entrada amb una espècie de batzegada, quan diu Lolita, llum de la meva vida, foc de les meves entranyes, pecat meu, ànima meva, Lolita. La punta de la llengua fa 3 passets per anar a patar el tercer contra les dents, Lolita. Es deia Lo, tot just Lo. Al matí, dreta, 1,50 m, amb mitjons, aguantant-se sobre un peu. Era la Lola amb pantalons, era la Dolly a l'escola. El seu nom oficial era Dolores, però als seus braços sempre va ser la Lolita. Tenia una precursora? Sí, sens dubte. I aquí continua Nabokov el relat de Lolita. Jo penso que cadascú que llegeix Lolita té una espècie de versió diferent o de visió diferent de la Lolita. A mi m'agradaria saber quina és la seva visió personal d'aquest personatge i d'aquesta novel·la. I m'agradaria, si vol començar vostè mateix, senyor Nabokov, per dir-nos quina és la seva visió, la seva lectura d'aquesta Lolita. Il ne faut pas oublier que Lolita est tout de même un roman écrit par un fou, préfacé par un médecin. Il y a une préface de Lolita qui présente ce dégénéré, M. Humbert, qui après écrit sa propre histoire. C'est un peu comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde, si vous vous souvenez, est une histoire dans une histoire dans une histoire, dans un roman très très court. Et c'est un espèce de hommage à Stevenson déjà. Donc, ceci dit, c'est un roman qui est étrange, qui est beau, qui est cruel, comme presque tout Nabokov par moments, et aussi plein de certaines tendresses. Moi, j'ai vu Lolita, je connaissais l'existence, on connaissait l'existence en Amérique de Lolita parce que Vladimir Nabokov a eu beaucoup de mal à le faire accepter par une maison d'édition. Elle a été refusée d'ailleurs, un peu partout. Et ses proches amis, dont même des gens assez connus et assez célèbres critiques littéraires, l'ont conseillé de jamais le publier, même de le détruire. Et en désespoir, il a finalement fait publier dans l'Olympia Press en 2 volumes, avec une couverture assez jolie, bariolée, dans une série de livres érotopornographiques qui s'appelait Le Compagnon du Voyage, The Traveler's Companion, publié par Maurice Gérodias à Paris, en 1955, je crois. Et à la fin de l'année 1955, vous savez, les journaux anglais, ils font une liste des meilleurs livres de l'année recommandés par les grands écrivains. Et Graham Greene, qui était approché pour ça par le Sunday Times, a dit « Il n'y a qu'un seul livre que je recommande, qui est merveilleux, c'est Lolita par Vladimir Nabokov, Olympia Press, Paris. » Et un autre journaliste, Cochon, qui connaissait bien la collection, ne connaissait pas Nabokov, a reconnu le titre de la collection et sort dans un journal la semaine d'après, romancier catholique fait la promotion d'un livre pornographique. Ça fait, la carrière de Lolita a commencé, et les déboires et les complications. Parce qu'il n'a pas été publié en Amérique pendant jusqu'à 58, je crois, en 58, ça a été 57, 58. Et après, Vladimir Nabokov a eu beaucoup de problèmes pour récupérer le copyright de ce livre. Il y a des échanges avec Girodias qui sont gratinés là-dessus. Ceci dit, tout ça, c'est le background du livre, scandaleux, à l'époque scandaleux, puis devenu pas du tout scandaleux, maintenant redevenu scandaleux, parce que la moralité en Amérique et dans d'autres pays interdit
interdit toute histoire vaguement pédophilique. Alors Nabokov, comme il raconte avec un certain sourire toujours ironique dans l'émission de Bernard Pivot, dit que c'est une petite jeune fille innocente, la pauvre, débauchée par cet horrible fou bonhomme, parce qu'il est présenté comme un fou, ce dégénéré de Humbert. Il prend la partie au deuxième degré de taper sur son propre livre et comme moraliste, il dit « je ne suis pas le moraliste ». Il fait une histoire, Lolita est en fait une histoire d'obsession et d'amour. Il se trouve que vers la fin, c'est donc la difficulté de le monter en film, en pièce, en quoi que ce soit, parce qu'à la fin, ça devient presque une fantastique, parce qu'il y a Quilty, l'autre obsédé, et qui se rencontre, et joué par Peter Sellers dans la version de Kubrick. C'est presque impossible à monter d'une façon autrement que sur la page imprimée. Et sur la page imprimée, ça a un effet formidable. Moi, je ne voudrais pas trop, madame, vous allez parler de Lolita. Moi, je trouve que Lolita est un formidable livre, très émouvant et très fort. Mais il y a d'autres livres que je trouve assez extraordinaires chez Nabokov et qui ont été obscurcis par ce soleil noir. Quería decir una cosa que tiene que ver con lo que dice usted acerca de que es una historia de amor y que yo creo que es el gran desafío de Lolita, que es retomar algo que ya es, en los años 50, 55 ya era imposible de narrar como verdadera literatura, que es una historia de amor convencional. Y entonces él, no sé si voluntariamente al principio, pero así lo desarrolla, extiende la historia de amor hacia la transgresión más absoluta, que es la pedofilia, ¿no? Y entonces la extiende, ¿por qué? Porque si no, no hubiese tenido ningún pathos dramático, no la hubiese podido narrar como literatura, hubiera sido completamente convencional. Y ante esa imposibilidad, él va más allá, que es lo que hacen los grandes escritores siempre, ¿no? Plantearse el desafío de cómo romper un tema que sea convencionalizado. Evidentemente todas las formas del adulterio, de la transgresión y de la traición habían perdido su virulencia y su capacidad evocativa como literatura en los años en que él concibe Lolita. Y Lolita entonces lo extiende más allá. Yo creo que la fascinación de Lolita tiene que ver, a pesar de que no aparece por lo que usted dice, porque es muy dramática, incluso trágica, tiene que ver con este desafío formal, cómo extender el género más allá de lo que el género mismo ya ofrecía, ¿no? La novela en sí misma. Lolita donc disparaît à la fin du livre, elle a quoi, 18 ans, elle est enceinte, c'est Dolores Hayes mariée à je ne sais plus qui, je ne me souviens pas comment elle s'appelle, c'est une scène d'une tristesse immense, mais elle n'existe plus, Lolita. C'est plus ça. En même temps, elle existe dans la tête de Humbert. Donc, l'asile. Oui, je crois qu'il faut, quand on parle de Lolita comme de tous les livres de Nabokov, il ne faut jamais oublier que le thème essentiel de la vie de Nabokov et de son œuvre, c'est l'exil. Et il y a toujours chez lui quelqu'un qui est exilé, donc qui est dans la marge. Et je crois qu'il aura aimé passionnément raconter des gens qui sont dans la marge. Qu'est-ce que c'est que Humbert Humbert? C'est un homme qui transgresse la morale de tout le monde, tout simplement parce que lui-même se ressent comme dans une sorte d'exil sexuel. Et il est à la marge, comme était Nabokov, comme le sont beaucoup de personnages. Et ce qui fait que Lolita elle-même se trouve elle aussi dans la marge. C'est ça, c'est une histoire d'amour de deux personnes qui évidemment n'auraient jamais dû avoir un penchant l'un pour l'autre, ne devraient jamais se rencontrer, mais les circonstances sont là. Lui-même, Nabokov, eh bien, il y a eu des circonstances politiques qui ont fait qu'il a dû quitter son pays. Eh bien, voilà un homme qui, d'un seul coup, pour des raisons mystérieuses, se retrouve amoureux d'une jeune fille et il est dans la transgression, je reprends le mot que vous venez de dire, la plus totale. Et je voudrais dire que longtemps après, j'ai fait l'interview d'un Russe que j'avais interviewé à Moscou, dont j'ai oublié le nom, pardonnez-moi, et qui a été le compagnon de collège de Nabokov. C'est-à-dire qu'ils étaient ensemble dans la même classe. Ils ont joué au tennis l'un contre l'autre et ils racontaient la jeunesse de Nabokov en disant il était le meilleur en tout. Il était le meilleur au tennis, meilleur au football, meilleur en allemand, meilleur en français, meilleur en anglais. Il éblouissait tout le monde par son intelligence. Et
Et puis, malheureusement, lui a fait 25 ans de goulag. Lui et sa famille a refusé de quitter, pas comme celle, quitter la Russie. Et il a donc fait 25 ans de goulag. Et puis, longtemps après, donc, il s'est retrouvé libéré à Moscou, pauvre vieillard, dans une maison pas chauffée. Et je lui ai dit, mais vous auriez aimé rencontrer Nabokov? Vous auriez aimé lui serrer la main? Il m'a dit, jamais. Je ne serrerai jamais, j'aurais accepté de serrer la main de l'auteur de Lolita. C'est-à-dire que là, c'était toujours un objet de scandale. Et je crois que Ivan Nabokov a raison de dire qu'aujourd'hui, si le livre paraissait aujourd'hui, dans quelques pays que ce soit, en tout cas j'entends dans les grands pays occidentaux, le livre serait scandaleusement reçu. C'est-à-dire qu'il a été mal reçu au départ parce qu'il faisait scandale. Et puis après, bon, on s'est habitué à cette histoire, mais aujourd'hui, il ferait encore aujourd'hui déclencherait un scandale épouvantable. Ce qui est drôle, c'est que Humbert, qui est le dégénéré d'Europe centrale, on ne sait pas très d'où il vient, dans les deux films, était joué par un Anglais. Par James Mason et par Jeremy Irons. Jo volia dir que precisament el primer paràgraf de Lolita que has llegit resumeix perfectament aquest possible titre de l'emissió, que és l'espectacle de la intel·ligència. I, per altra banda, també l'emoció. És un text emocionant. Nabokov deia que els llibres no es tenen que llegir ni amb el cor, diu, el cor és un lector bastant estúpid, ni solament amb el cervell, sinó amb el cervell i l'espina dorsal. Quan tu notes alguna cosa a la teva espina dorsal, llavors entens el que et vol dir l'autor. També es defenia, estic d'acord amb el pivot, de que ara Lolita seria un llibre sulfurós, com diuen els francesos, encara que ell es defenia considerava ridícul que consideressin Lolita pornogràfica, perquè deia l'equació és pornografia igual a trivialitat. La pornografia té unes lleis molt rígides que no admet ni digressions, ni arabescos, ni tot el que és precisament i fonamentalment Nabokov com a escriptor. Cada vegada que he llegit Lolita m'ha semblat que el primer capítol era una espècie com de cop de puny per mi. Et tocava molt a dins. Per això no he dit que hi ha un preàmbul on realment el tema del doble queda molt clar. Hem començat a parlar de Lolita i hem parlat... Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Il y a une première version de Lolita. Une première version qui a été publiée en français sous le titre L'Enchanteur. Et en espagnol, El Hechicero. C'est un petit livre, il est beaucoup plus petit, c'est une sorte presque de synopsis assez différent. Et le livre est plus terrible que Lolita. Plus terrible, terrible. Moi, je suis sorti à la fin de l'ouvrage absolument terrorisé par ce que racontait Nabokov. Y con una historia bastante complicada y tortuosa. Esto lo escribe en París en el 39. Lo lee en un pequeño auditorio y todos quedan aterrorizados de esta historia de un ser maduro con una niña joven. Era la prefiguración, pero más bestia, por así decir, de Lolita. Cree que lo pierde. Ver a Nabokov lo encuentra en el 57 o el 58, pero no se traduce por Dmitri Nabokov hasta el 85 o el 86, es decir, que tarda pues 50 años en ver la luz. Il y a des Lolitas partout qu'on a trouvé. Maintenant, il y a des Lolitas dans Mashenka, il y a les Lolitas dans L'invitation au supplice, il y a la fille de Geolier qui est une nymphette. Donc on trouve comme des papillons cachés partout. Et la gloire suprême de Nabokov, c'est d'avoir fait de Lolita un mot commun qui est dans toutes les langues d'aujourd'hui. Une Lolita, on dit une Lolita, c'est une jeune fille, une nymphette, mais on dit une Lolita et tout le monde comprend ce que ça veut dire. C'est ça la gloire d'un écrivain. Però de forma paradoxal, ell diu, potser per culpa meva ja no es bategen a les nenes com Lolita. Potser alguna gosseta li diuen Lolita, però nenes ja no. Hem començat a parlar de Lolita i hem tret uns quants temes. El tema de l'exili, el tema del doble, el tema de l'amor, el tema de la intel·ligència, que són presents a tota l'obra de Vladimir Nabokov. Hem de fer una petita pausa per la publicitat i quan tornem a parlar de tots aquests temes que hem deixat ara sobre la taula. Fins ara.
Mario Vargas Llosa, en aquest llibre, La verdad de les mentiras, editat no pel senyor Ralda en aquest cas concret, sinó per Alfaguara, parla de Nabokov i parla també de Lolita, i diu que una gran obra literària admet sempre lectures antagòniques. Diu, es una caja de Pandora donde cada lector descubre sentidos, matices, motivos y hasta historias diferentes. Es el caso de Lolita, que ha hechizado a los lectores más superficiales, a la vez que seducía con su surtidor de ideas y alusiones y la delicadeza de su factura al ilustrado que se acerca a cada libro con el desplante que lanzó aquel joven a Cocteau. Sorpréndame. I és cert, Lolita sorprèn. Però a mi el que em sorprèn de Lolita, i em fa gràcia això, tot això que hem parlat de la pornografia, és que és el llibre aparentment realista, però menys realista, dels que he llegit. Estic exagerant, possiblement, però seria una fórmula de dir-ho. L'estil de Nabokov permetia entendre com a realitat una cosa que no ho era de cap de les maneres. M'agradaria parlar una miqueta com veuen vostès això, perquè a ell no sé si li agradava molt això d'escriure sobre la realitat. Non, je détourne la question parce que Nabokov, on parle tout de même de deux écrivains, au moins, qui ont été des écrivains majeurs dans deux différentes langues. Il y a une période Nabokov, russe, Cyrine, dont il fait référence dans une version de son autobiographie qui s'appelle Habla Speak Memory dans la deuxième version et Auto Rivage dans la ultime version et Conclusive Evidence dans la première version. Il parle de la littérature russe entre les deux guerres. Il dit, comme ça en passant, il y avait une espèce d'étoile filante qui passait, qui avait plus de talent que tout le monde, qui était un éblouissant écrivain et qui est disparu, qui s'appelait Cyrine. Il parle de lui, évidemment. Il n'a jamais réutilisé le nom de Cyrine. Et à partir de 1940, il n'a plus jamais écrit en russe, sauf pour deux traductions de Lolita et de son autobiographie. Donc c'est difficile de sa relation avec la réalité, parce que la période russe a fait aussi un peu scandale à l'époque. L'invitation à un supplice, Priglashenia na Kazin, qu'il avait écrit, qui était un livre joycien, un tout petit peu si on veut, parce que c'est un parti monologue, et la défense Lougine, qui était traduit d'abord en France sous le titre de La course du fou, et puis la défense Lougine, sont des livres de leur époque dans un sens, parce qu'ils sont fantastiques, ils traitent d'un monde fantastique. Mais un monde totalement nabokovien où tous les pions sont mis dès le départ. Alors la défense Lougine, on peut très bien lire sans connaître les échecs. Moi je déteste les échecs parce que c'est un jeu auquel on ne peut pas gagner si on n'est pas aussi bon que l'autre ou meilleur que l'autre. Mais Nabokov était bon en échecs et faisait des problèmes d'échecs. Et la défense Lougine est construite comme un jeu d'échecs. L'invitation au supplice est aussi autre chose où la réalité, Nabokov n'aimerait pas être traité comme un écrivain réaliste. Il disait, comme Jorge a dit, oui, il y a l'épine dorsale qui sent et pas le cœur. Des gens ont reproché à Nabokov, en fait, un peu sa cruauté, beaucoup son manque de cœur dans ses livres. À part son autobiographie, on ne voit pas beaucoup le cœur. Mais Nabokov est un homme impitoyable. Impitoyable. Il l'est avec ses confrères, il l'est dans ses écrits, il est impitoyable. Et dans ses livres russes, pardon, juste pour dire que les deux livres que beaucoup considèrent comme ses chefs-d'œuvre dans ces deux périodes, le livre russe s'appelle Le Don, qui est vraiment assez difficile à lire pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire russe, parce qu'il y a l'histoire de Tchernychevski et tout là-dedans qui est incompréhensible, et qui, pour tout russophone, russophile, est un livre magnifique, très beau. Et en anglais, le livre que les gens préfèrent, quelquefois Ada, mais c'est surtout Feu pâle, qui est alors comme
un jeu extraordinaire de mots croisés, parce que Feupal a aussi ça comme distinction, c'est qu'il force le lecteur d'acheter 2 exemplaires. C'est très bon pour les éditeurs, parce qu'il faut lire le livre avec les notes. Parce que le livre consiste en un long poème très beau, en anglais, en tout cas, je ne sais pas si c'est bien traduit en français, et avec des notes en dessous, présentées aussi par un professeur d'un asile, et des notes faites par un fou qui se prend comme le roi d'un pays. On rend compte que ces 2 histoires parallèles qui se contredisent et qu'il y a un fou en dessous qui veut reprendre l'histoire principale. Ça démontre, à mon avis, la versatilité et le pouvoir technique d'écriture de Nabokov qui est absolument extraordinaire. Dans Ada, qui est le sujet de votre émission, je parle trop là. Juste cette dernière chose qui n'est pas mentionnée par Gilles Lapouge dans son critique, ce qui est extraordinaire dans Ada, c'est qu'il a pris une Amérique de vaguement 1890, avec des choses qui se passent en 2050, et une Russie de son enfance, et il a plié l'un sur l'autre. Donc on a 2 temps, 2 pays, 2 cultures complètement mélangées et complètement irréelles pour raconter une histoire en fait d'inceste, et dans son plus long roman. C'est pas son plus long œuvre, parce que ça c'est autre chose, mais je en parlerai plus tard, s'il y a le temps. Quería comentar una cosa con respecto al realismo, y es que es difícil usar la palabra respecto de Nabokov, pero también es difícil dejarla de lado, porque su modelo era James Joyce, y con James Joyce pasa lo mismo. Por un lado, extiende la noción de realidad a dimensiones que antes no se incorporaban a la literatura, toda la dimensión interior y el monólogo. Por otro lado, también era un transgresor en su momento, y hay que recordar que Ulises tuvo los mismos problemas de censura que después tuvo Lolita. Y por otro lado, tiene una suerte de naturalismo y de capacidad para el juego auditivo que tenía Nabokov, y que hace que tenga esa pasión por el detalle del observador y del entomólogo también, ¿no? Pero al mismo tiempo acrecienta todo eso con una especie de capas de figuras de lenguaje y de arabescos extraordinarias que hacen que, claro, uno diga, no es un realista en el sentido de un informador o un reportero de la realidad en el sentido más clásico en que se puede decir de alguien es realista. Per això no és pornografia, Exacto. per això no és pornografia, Exacto. Entonces, Lolita. el realismo entra y sale de la clasificación de Nabokov. No se puede abandonarlo, pero tampoco se puede decir que sea un realista. és curiós, en ese sentido. En même temps, il y a l'obsession du détail exact. Sí, Exacto. sí. És curiós, dona aquesta sensació d'irrealitat. Detalles benditos detalles, que és una frase Decía, cèlebre de Nabokov. Bueno, ell estava en contra del realisme chato, completament, però amb efecte, com tu has dit, ell era un fan més que de Joyce d'Ulisses, considerava l'obra mestra. En canvi, Finnegan's Wake, amb la seva maldat característica, deia això no m'interessa, és una obra amb dialecte, ni que sigui amb el dialecte del geni. I tornant a Pálido Fuego, que per mi és la seva obra que a mi més m'agrada, amb efecte hi ha aquest reina de Zelda, amb aquest boig i amb una cor embogida, i que recorda molt els hermanos Marx, Sopa de Ganso. Ell era un gran fan, era super sofisticat, però un gran fan dels hermanos Marx, i viceversa, perquè una de les frases més divertides de Groucho Marx és que ell diu: anava a començar Lolita, però esperaré uns anys fins que ell en faci 18. No la coneixia. Je pense que c'est par excès de réalisme que Nabokov débouche dans le fantastique. Il accumule. Et c'est pourquoi d'ailleurs il aime particulièrement un romancier français qui n'a pas que des supporters en France. Il s'agit d'Alain Robbe-Grillet. Il a été l'un des grands chantres d'Alain Robbe-Grillet qui lui aussi... I en Espagne, anagrama. Hélas. Et il accumule tout ça. Et là, je voudrais simplement dire aussi, c'est que l'un des grands sujets de Nabokov, dans l'ensemble de son œuvre, c'est la culture, c'est l'érudition. C'est pourquoi il est souvent difficile à lire. C'est un homme d'une érudition inouïe.
Et il considère que le lecteur doit faire un effort pour lire, pour l'apprécier. Et donc, d'où les notes, les marges, l'obligation de lire 2 fois un livre, ses retours difficiles, ses digressions, ses arabesques, vous disiez, etc. Il prend le lecteur au sérieux. Il n'a pas envie que les imbéciles le lisent. Il n'a pas du tout envie. Ça, il n'aimerait pas. Il n'aime pas ça du tout. Donc, voilà, c'est pas facile. Il faut mériter, dit-il. Il est assez prétentieux, Nabokov. Hein, c'est pas un modeste. Donc il est très prétentieux, il dit, ben oui, moi j'écris des livres qui sont assez difficiles, et il y a de l'érudition, mais parce que je suis un homme érudit, et vous devez faire aussi un effort pour apprécier mes livres. Ça, c'est Nabokov. Et donc le refus de la spontanéité. Le refus de la spontanéité. Tout doit être planifié et préparé. Et juste pour finir sur un livre, le travail sur lequel il a passé le plus de temps, 7-8 ans de sa vie, c'était une traduction de Eugène Onegin de Pouchkine, qui est paru en anglais seulement, et impossible à traduire évidemment, mais en 4 volumes, un petit volume de 300 pages chacun. Il y avait le texte qu'il a établi d'après une édition soviétique, sa traduction il a dit, des traducteurs doivent être du sexe masculin et doivent traduire la poésie mot à mot en prose. Sa traduction, le 2e volume. Et puis, il y a 2 volumes de notes. Alors, dans les notes, il cherche toutes les sources de chaque ligne de Pouchkine. Alors, quelqu'un qui vient là-dedans, qui ne connaît pas russe, et regarde ça, il voit une traduction, mais littéralement illisible. Pas de poésie du tout. Prosaïque, parce que c'est mot à mot. Très utile si on connaît un peu le russe et on a le russe en face. Et puis des notes qui montrent que ce poète a piqué dans 4 différentes cultures différentes, parce qu'il est quadrilingue, Pouchkine, et tout vient des petits poètes mineurs par ici, par là. Donc on se dit, qu'est-ce que c'est que ce Pouchkine? Comme on nous dit tellement, c'est un plagiat, c'est un type qui ne sait pas écrire les vers. Donc c'est une espèce de... sans le vouloir, peut-être, c'est une espèce de destruction, un classement de Pouchkine très universitaire, mais c'est un travail d'érudition extraordinaire. Il adore les notes, pardon, il adore les notes, les renvois, les explications de mots. Il faut bien voir aussi que le monde sur lequel règne Nabokov, ce sont les mots. Il maîtrise 3 langues à la perfection, c'est-à-dire le russe, l'anglais et le français, et un peu l'allemand, un petit peu. Enfin, bon, il est le prince des mots, il est l'empereur des mots. Alors non seulement il prend les mots pour écrire ses œuvres, et il a une... C'est merveilleux de lire la prose de Nabokov, parce que c'est un enchantement perpétuel, mais c'est aussi un homme de science des mots. Il sait tout, de chaque mot, il va vous dire où est sa racine, d'où il vient, comment il s'est transformé, quelle est l'erreur qu'a commise l'un de ses confrères dans tel ouvrage, dans tel dictionnaire. Il connaissait le grand littré, le dictionnaire littré, le dictionnaire français, qui est très compliqué, que plus personne ne lit en France. Lui, il l'avait lu, bien entendu, et il y faisait référence. Et avec une sûreté diabolique. C'est ça, Nabokov aussi. Et chez lui, le livre le plus utilisé, le plus usé, c'était les dictionnaires. Oui. Le grand Webster's de la 2e édition, le Oxford English, le dictionnaire russe, tout ça a été annoté, utilisé, les pages ternies par des mains avides. Su mundo de referencias es estrictamente literario. La sensación que da leyendo Lolita, pero sobre todo Pálido Fuego, es la sensación de un sensualista corregido por la erudición, pero una erudición lunática, una erudición que se incorpora a la experiencia de los sentidos, que es una cosa extraordinaria en un novelista del siglo XX, cuando ya los novelistas del siglo XX empezaban a abandonar la erudición, ¿no? No se suponía que un gran novelista, a partir de los años 60 o 70, los grandes novelistas ya no son letrados y filólogos en el sentido clásico. Y Nabokov lo sigue siendo, pero con una vertiente lunática extraordinaria que es la que él utiliza en Pálido Fuego, ¿no? Y Pálido Fuego se ha dicho también que es una especie de parodia embogida i lunàtica precisament de la seva pròpia traducció de Pushkin. Claro, de Onegin. Sí. Per tant, ho van escriure quasi simultàniament. Com treballava ell? Al marge de que s'aixequés al matí, a les 7, depèn de la zona de la... Debout.
debout. Dret. Si això ho he llegit amb un atril, anava escrivint a les primeres hores Com del Victor matí. Hugo. Una fitxa, bé. Les fitxes. Però Sur no em un refereixo a pupitre. això exactament, sinó com, si és possible explicar-ho, com inventava les seves històries. Passava d'alguna cosa que havia vist a la seva realitat? No se sap. Il ne dira jamais ça. No, Sauf dans le cas de Mashenka, qui était une vraie rencontre avec... Je crois ell que... era un especialista en el que es diu el narrador no fiable o narrador poc fiable. I ell mateix, quan explica coses, no és massa fiable. És a dir, per exemple, de Lolita sempre en parla com d'una cosa que ell no ha tingut res a veure amb la seva biografia. Potser sigui cert, però també dona pistes en entrevistes. Li pregunten quines escenes li agradaria filmar, vostè, com director de cinema, i diu els pícnics de Lewis Carroll. Quins són els seus pintors preferits? Baltís, no solament perquè hagués pintat nenes com Lolita, és a dir, que dona pistes perverses. Hem d'explicar pels nostres espectadors, hi ha un reportatge de la revista Que Leer que es diu Lolitas, el perverso encanto literario de las niñas, on explica això de Lewis Carroll, no? Que seduïa a les nenes en parques i lugares públicos para retratarlas disfrazadas y más tarde desnudes. Hi ha una cosa que em sobta, o que m'agrada de la seva entrevista, quan vostè, molt prudentment, diu m'agradaria fer-los una pregunta íntima, per què viu a Suïssa? I ell diu aquella cosa tan fantàstica de diu, com que no sóc molt ric, lo suficientment ric, encara que ningú ho és del tot, suficientment ric, per reviure totalment l'infància. No val la pena instal·lar-se per sempre. I llavors afegeix, perquè és impossible recuperar el sabor de la xocolata amb llet suïssa de 1910, no? Aquesta història de la infància perduda... Oui, ça, c'est une échappatoire. C'est une chose qu'il a inventée. Tout d'un coup, il trouvait ça très agréable, très amusant, très poétique, et puis d'un bon effet sur le téléspectateur français et suisse, puisque les Suisses le regardaient aussi. Enfin, les Suisses francophones le regardaient. Mais évidemment, c'est une fausse réponse. C'est au deuxième degré, toujours au deuxième degré. Toujours. O troisième. Troisième. Insistim també una miqueta en el tema de l'exili, que a mi em sembla molt important, que com influeix vostè, que és una persona exiliada. No sé, hay muchas diferencias y cuando murió Nabokov yo recuerdo que pensé, porque murió en el 77, ¿no? 17. Pensé, los exiliados rusos que se murieron con la idea de que ese régimen iba a durar para siempre. No tenían la noción de algo que se fuera a terminar. Y todas esas experiencias de traducción y de trasterramiento, usted lo sabrá mejor que yo que estoy opinando sobre lo que no sé, tenían que ver con una ruptura definitiva. Mientras que los otros exilios nunca tienen que ver con rupturas definitivas, incluso exilios muy largos como fue el exilio español. Siempre hay la fantasía de un final del régimen, mientras que en el caso de la Unión Soviética me parece que no. Me parece que se consideraba algo muchísimo más largo, muchísimo más extenso y producía estos cambios, ¿no? De modo que no hay muchas formas en que uno pueda identificarse con la construcción del exilio de Nabokov, que además es muy caprichosa y personal, ¿no? Él dice, soy un exiliado de todos los sitios salvo de la infancia, cosa que también es hasta cierto punto una elaboración de un lugar común de muchos escritores románticos y posrománticos, ¿no? De muy larga data la cuestión de la idealización de la infancia. Y en su caso estaba además abonado por esta idea no solo de la pérdida de la infancia, sino de la pérdida de la lengua de la infancia también. Y de la primera literatura de él, ¿no? Et la perte de la langue, parce que c'est une perte voulue par lui. Sí. Il a gardé la langue, il dit, il n'y a plus la langue que je connaissais. La langue soviétique n'est pas la langue russe. Et à partir de 40, il n'écrit plus jamais en russe, sauf pour traduire ses 2 livres. Mais c'est assez pervers, au fond, aussi, parce qu'il a gardé cette langue. Un jour, un journaliste lui a posé la question « Quelle langue préférez-vous » Il a répondu « Mon esprit répond l'anglais, mon cœur le russe
et mon oreille, le français. Et je dois dire que, comme il n'avait strictement aucune oreille, qu'il n'aimait pas du tout la musique, la réponse n'est pas très à l'éloge de la France, du français. Et il a traduit Lolita en russe. C'est un des 2 livres qu'il a traduit. C'est Mémoires et Lolita, ça a été finalement publié en Amérique par la maison Ardis et puis distribué en Russie, etc. Comme ça. Et son fils Dimitri m'a dit il y a 2-3 ans qu'ils essaient de se bagarrer parce que les droits, c'est avant 72, donc les droits sont libres. On peut faire ce qu'on veut, il n'y a pas de copyright sur Lolita en Russie. Et ils essaient d'arrêter une nouvelle traduction. Une nouvelle traduction a été faite. Et la raison donnée par l'éditeur russe pour la nouvelle traduction, c'est que l'ancienne traduction, donc faite par l'auteur en russe, est très démodée comme langue. C'est ça, claro. Ja que parlem de les traduccions, traduir Nabokov no és fàcil. I fins i tot agafar diferents traduccions, al castellà n'hi ha 2, al català n'hi ha una que jo sàpiga, i les compares, per exemple, amb el francès, l'anglès no ha estat escrit directament, i canvien molt. Ell era un escriptor difícil. Extremadament difícil. I una de les obsessions negatives de la seva vida i de la Vera Nabokov, que era la que controlava totes les traduccions, i del Dimitri, el fill, que en va fer moltes, era l'obsessió per les males traduccions. Llegint les seves biografies de Vera i de Vladimir, era un tema recurrent. Les traduccions dolentes, imperfectes, clar, amb un escriptor que el verbo és el fonamental, doncs clar, era molt sensible a tot això i realment es desesperava. Això i les errates d'impremta, que quan li pregunten per la literatura del futur, què quedarà, i diu, la literatura del futur m'és una mica igual. El que sí que m'agradaria que les edicions dels meus llibres, sobretot amb rústica, tinguessin menys errates. Quería comentar, no sé si procede ahora, pero quería comentar una cosa con respecto a la entrevista de Apostrof, que es única en ese sentido, y es el hecho de que él contesta por escrito. Es extraordinario. Y hay una parte en que él dice, y lo anoté, ¿por qué? Lo mejor está escrito, dice, porque mi pensamiento está ante mis ojos. Y entonces es, junto con Josep Pla y con Borges, los únicos 3 autores que yo he visto en todas las series de conferencias, en estas y en las otras, que no tienen la menor conciencia del medio de la televisión y que no les importa. Hablan, Pla y Borges hablan como si estuvieran ante un entrevistador que toma notas. Incluso Pla en algún momento dice, apunte esto, le dice a Soler Serrano. Y en el caso de Nabokov, con un desprecio absoluto por lo que se supone que es el protocolo de la televisión, ¿no? Lee parapetado detrás de esos libros, ¿no? Y entonces transmite esa idea de la función extraordinaria del escritor, ¿no? Que no tiene nada que ver con la improvisación, ni con la oratoria, ni con ninguna de las otras funciones. Y eso me parece extraordinario, como lección de algo que no se va a volver a repetir, ¿no? Por lo menos nosotros no lo veremos. No sé, quería preguntarle sobre eso. Alors, il faut bien dire que Nabokov est d'un orgueil inouï et il ne veut absolument pas laisser à la postérité une phrase qu'il n'aurait pas écrite. Et il se méfie, il se considère comme un très mauvais orateur, et donc il se méfie de sa pensée, de l'improvisation, et c'est pourquoi il a toujours refusé de faire des cours dans les universités américaines qui n'auraient pas été lus par lui, ou de répondre à des interviews, surtout à la télévision, il en a très peu fait, il y en a une en anglais, une en français, des interviews dont il n'aurait pas rédigé les réponses. Et alors, quand j'avais vu, il m'avait dit, alors, vous mettrez quelques ouvrages devant moi, vous les répartirez bien, je glisserai mes notes devant ces livres, et par un habile mouvement des yeux qui ira de la caméra au public et de public à vous et à mes fiches, je donnerai l'impression d'inventer, etc. Il n'a inventé évidemment rien du tout. Dès le début, on savait pas qui il est. C'est évident. Mais il s'est conduit à la télévision, et ça vous avez raison, exactement comme il s'est conduit dans les universités américaines où il faisait ses cours. Pour lui, il n'y avait pas de changement. Bon, il y avait une caméra en face, ça n'a aucune importance.
ce qui est important, c'est ce que je dis, moi, Nabokov, et je l'écris, et je n'ajouterai pas un mot, mais je n'en retrancherai aucun aussi. Perquè fa aquest trampós, com sempre, ell diu, la gent no se'n donarà compte, però sembla com si volgués que la gent se'n donés compte, perquè inclús en algun moment aixeca una fitxa d'una forma visible. Bien sûr, mais... Això és diferència dels polítics, que són els únics que llegeixen absolutament tot, perquè no hi ha un assessor que no els deixi improvisar, no sigui cas que posin la pot i tenen les pantalles als costats, van fent així, mirant una banda i l'altra, i van llegint el teleprompter amb el text. Anem acabant el nostre temps, i a mi m'agradaria que cadascú de vostès em digués quin és el seu Nabokov preferit, i a més que la Nora ha fet una referència explícita a la dificultat, de vegades, de llegir Nabokov, concretament Lolita. Quina pista, quin consell donaria vostè per llegir Nabokov amb facilitat? Ninguno. Ninguno. Para leerlo con facilidad, ninguno. Para aceptar el desafío de que hay cosas difíciles que valen la pena, todos. Pero nada más. És maco, hi ha coses difícils que José valen la Lezama pena. Lima, que es un autor cubano muy difícil, escribió una vez: solo lo difícil es estimulante. Y yo creo que la frase se puede adaptar perfectamente a las necesidades para leer a Nabokov. Ja que ha començat vostè, quin és el seu Nabokov favorit? Pálido fuego, y por todo lo que hemos hablado antes, porque tiene ese juego con respecto a las fuentes literarias y con respecto a la pasión de la literatura, y una novela corta que se llama La verdadera vida de Sebastian Knight, que me parece extraordinaria. Esos son los. Senyor Ralde? Jo, Pálido fuego i Lolita, però molt frec a frec. El senyor Nabokov? Moi, c'est le premier qu'il a écrit en anglais, directement en anglais, et celui que j'aime encore le plus, il y en a des plus extraordinaires, mais c'est le vrai vie de Sebastian Knight, parce que en plus là-dedans, il décrit la vie d'un romancier, et il y a les synopsis de l'histoire, des histoires que ce romancier fait, et qui sont formidables. Senyor Pivot? Alors, moi, mes deux préférés, c'est Ada ou l'Ardeur et Lolita, mais je conseillerais aux téléspectateurs de commencer par un livre qui est beaucoup plus facile et qui alors procure un enchantement du début à la fin. Ce sont ses souvenirs de jeunesse. Ça s'intitule Autre rivage, et c'est un livre absolument magnifique. Et je voudrais simplement dire, vous avez intitulé cette émission Le spectacle de l'intelligence. Je crois que c'est, enfin, vous avez comme deuxième titre, vous l'avez sous-titré Le spectacle de l'intelligence. Je crois que c'est effectivement le titre qu'il faut. Mais j'ajouterais, si vous le permettez, un adjectif. Le spectacle chatoyant de l'intelligence. C'est-à-dire, si Nabokov était là, il dirait le spectacle chatoyant de l'intelligence. Il avait le sens des adjectifs. Pour moi, c'est le plus grand manipulateur d'adjectifs qu'il y a eu en littérature. Et chatoyant était un de ses adjectifs préférés. És cert. A veure, els llibres. Anem La Lolita en català amb una traducció de Josep Daurella, editat per Proa. La tenim en castellà, ha de sortir a algun lloc. Anem per ordre. La Lolita en castellà, nova traducció. Qui l'ha fet, la nova traducció? Francesc Roca, perquè precisament la van publicar amb la traducció argentina d'un gran traductor, que era Pezzoni, però hi havia coses que no funcionaven i ara l'hem refet. Ens en vam adonar una mica tard, perquè una de les coses que vam fer amb Nabokov és precisament conservar les grans traduccions, com la de Fuego Pálido d'Aurora Bernárdez, l'exdona del Cortázar, i altres donades a bons traductors. Molt bé. Tenim aquí també a Compactos Anagrama, El Ojo, El Hechicero, de la que n'hem parlat abans, el Parla Memòria, Habla Memòria, dins de la Biblioteca Nabokov, Los Años Rusos, Biblioteca de la Memòria, Brian Boyd, aquest no és d'ell, però és una excel·lent biografia de Nabokov. La moitié d'une biographie. Sí, la meitat de la biografia. Els anys russos i l'any que ve sortiran els americans. Molt bé. Ada o l'Ardor, Biblioteca Nabokov, també. Risa en l'oscuritat, a veure si anem una mica més de pressa. No hem parlat d'escacs, però haguéssim pogut parlar de la defensa. La verdadera vida de Sebastian Knight, que n'hem parlat unes quantes vegades aquesta nit. Nin,
Pnin. Desesperación, Una belleza russa, i tenim també els poemes Des de l'exilio, amb una traducció de Macarena Carvajal, editat per la col·lecció, dins de la col·lecció La Cruz del Sur, editat per Pretextos. I jo diria també que tinguessin a casa l'entrevista de Bernat Pivot en els monogràfics d'Apòstrof, una excel·lent entrevista, com totes les seves, que va fer a l'autor. Hem acabat, encara ens queden uns quants especials d'aquests a l'Apòstrof i per tant la setmana vinent tornarem a ser una altra vegada amb tots vostès per continuar parlant de llibres. A vegades diem que quan a la tele no hi ha res, a vegades és bo apagar-la i agafar una novel·la i llegir-la. I realment val la pena, sobretot els dissabtes a la nit, que hi ha aquesta tranquil·litat, que no hi ha... que estàs més relaxat perquè has descansat, perquè estàs bé. A mi m'agrada agafar una novel·la i llegir-la, però a vegades també és bo i divertit escoltar, participar d'una conversa on es parla de llibres i de tots aquests personatges que tenim al cap o al cervell i que recordem, perquè també d'alguna manera ens han donat vida a nosaltres mateixos. Gràcies i bona nit.